et messieurs, je voudrais avant tout propos présenter à nouveau mes vives et profondes condoléances à Sa Majesté le roi Mohamed VI et au peuple frère du Maroc à l'occasion du séisme meurtrier survenu le 8 septembre 2023. Puisse Allah le Tout-Puissant faire miséricorde aux âmes des défunts, les accueillir dans son paradis et panser les blessures de leur famille. Qu'ils s'éloignent à jamais de telles catastrophes et que ces bénédictions couvrent plutôt abondamment nos pays. Puisse Allah accorder salut, délivrance, guérison et miracle au royaume du Maroc pour sa prospérité. Je voudrais vous faire part de mes profonds regrets pour mon absence pour cas de force majeure à cette 15e édition du Forum MEDES. Cette absence vient trahir ma fidélité au forum de qualité qu'organise habituellement l'Institut Amadeus avec qualité et professionnalisme sur les réponses aux mutations et défis subis qui secouent notre monde contemporain. Je salue avec haute considération le grand leadership éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI et sa sollicitude constante pour l'avènement d'un monde de paix et de justice. Je voudrais saluer avec respect M. Brahim Fassi Firi, président fondateur de l'Institut Amadeus, et le haut management pour cette invitation qu'ils m'ont adressée. Je les prie de recevoir mes pieuses pensées et mes amitiés. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent opiner sur le thème du 15e forum séparatisme, terrorisme, ingérence et instabilité politique en Afrique, sorti de ce terrible nexus fataliste. Afin de mieux cerner la problématique qui s'en dégage, en un premier temps, examinons ensemble les concepts de séparatisme, terrorisme et ingérence, puis nous aborderons la question de savoir s'il s'agit d'un inexorable enchaînement. Que comprendre du séparatisme? Plusieurs approches de définition sont proposées, mais j'essaierai de retenir celles qui me paraissent les plus proches de nos réalités africaines. Ainsi, selon le concept universel, le séparatisme s'appuie sur une démarche idéologique visant à couper l'individu citoyen de son cadre national. Il s'affirme contre la nation comme source d'identité collective en établissant des clôtures définitives entre les individus et les groupes. Il serait également une position politique visant à la séparation d'un groupe culturel, ethnique, tribal, religieux, racial, politique ou autre d'un groupe plus large. De ces approches, on pourrait résumer le séparatisme comme étant la volonté d'un sous-ensemble humain, culturel ou politique, de quitter un ensemble national auquel il a juste là appartenu. Que comprendre du terrorisme? Le terrorisme apparaît comme l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Les multiples définitions du terrorisme varient sur l'usage de la violence, les techniques utilisées, la nature du sujet, l'usage de la peur, le niveau d'organisation, l'idéologie, etc. Il implique l'intimidation ou la coercition de personnes ou de gouvernements par des menaces ou des actes de violence qui peuvent entraîner la mort, des blessures graves ou la prise d'otages. On pourrait donc résumer le terrorisme comme étant également l'opposition d'un groupe d'individus à un ensemble plus large en vue de les détruire par la pose d'actes criminels provoquant la peur, la mort, etc. Examinons la question de l'ingérence. On n'entend pas l'ingérence, mesdames et messieurs, en droit international. Le fait pour un État ou une organisation internationale d'intervenir dans les affaires intérieures d'un pays tiers sans son consentement. Une telle intervention va à l'encontre de la notion de pleine et entière souveraineté des États. Pour cette raison,
La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 a posé le strict principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de tout État indépendant, article 27. Plus tard, le droit d'ingérence ou le devoir d'ingérence humanitaire n'ont pu rien enlever à ce principe. Cependant, la réalité internationale et notamment les rapports de force entre les nations ont plus d'une fois infirmé ce principe sacro-saint. À l'analyse de la marche du monde, on peut constater que le séparatisme, le terrorisme et l'ingérence sont partout des réalités. Mais force est de constater que ces phénomènes existent surtout en Afrique et y prennent un relief particulier. En effet, dans bon nombre de pays occidentaux, quand ils existent, ils ne sont plus que des stigmates d'un passé révolu. En revanche, peu de nos États africains échappent au séparatisme, terrorisme et ingérence extérieure. Et du reste, le plus clair du temps, ils sont tous les trois présents contribuant à la déstabilisation de ces pays. Car en vérité, ces trois phénomènes sont porteurs de conflits, de crises et d'affrontements, souvent mortels. Ainsi, dans le séparatisme, c'est une partie du pays qui veut quitter l'autre. Dans le terrorisme, c'est encore une partie plus ou moins importante qui s'en prend à l'autre au moyen de la violence et des menaces. Les facteurs objectifs de déstabilisation que sont le séparatisme et le terrorisme se trouvent particulièrement aggravés par l'ingérence. En effet, l'histoire politique de l'Afrique indépendante est faite de déni de bonne gouvernance, de paix et d'inclusion à l'origine, de coups d'État institutionnels et militaires, d'étouffement de mouvements populaires de libération. Cette gouvernance est souvent soutenue par des puissances étrangères décidées à maintenir sous le joug nos pays afin de continuer à jouir des immenses richesses que recèle notre continent. C'est donc naturellement que séparatisme et terrorisme et ingérence induisent une instabilité politique chronique en Afrique. Cette triste réalité dure depuis les indépendances et l'on pourrait être tenté d'y voir un enchaînement inexorable, fatal. Et pourtant, il n'en est rien. Mesdames et messieurs, comment donc sortir de ce terrible nexus fataliste? Notre continent, l'Afrique, est le berceau de l'humanité. Elle a donné naissance à la brillante civilisation pharaonique des pyramides ainsi qu'au grand empire mandingue, Songhai, etc. Le déclin de notre continent s'est amorcé depuis l'esclavage, la colonisation, et ce sont les combats des peuples d'Afrique qui ont conduit aux indépendances. Nous devons avoir la claire conscience que ce combat de libération mentale, culturelle et spirituelle se poursuit inlassablement. Notre continent est dans un processus de réappropriation de sa personnalité, de sa liberté et de sa capacité à renouer avec son développement historique brutalement interrompu par la colonisation. C'est pourquoi les maux dont nous avons fait état et qui caractérisent son instabilité politique ne sont nullement une fatalité. Ils constituent une phase de combat nécessaire que mènent les filles et fils du continent pour sa désaliénation complète. En outre, notre continent fait face à un ordre politique, économique et social mondial, dont l'objectif reste de l'assujettir et de le maintenir dans la pauvreté au moyen d'institutions financières et politiques mises en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont ces institutions nées au sortir de la Seconde Guerre mondiale qui organisent la gouvernance mondiale. Vous le savez bien, celle-ci a assis un ordre mondial foncièrement injuste qui consacre la suprématie des pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ces pays ont une position dominante au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec leur droit de veto dans les institutions chargées de paix et de sécurité dans le monde. Par cette position dominante, ces puissances dirigent le monde auquel ils imposent un système économique,
leur permettant de drainer les richesses de la majorité des pays en leur faveur. Aussi est-il impératif de réformer cette gouvernance mondiale en procédant à la démocratisation du Conseil de sécurité et de ses mécanismes des droits de veto. L'Afrique, principale victime de l'ordre mondial qui prévaut aujourd'hui, doit devenir également le principal artisan de cette réforme. Dans une synergie d'action, elle devra mobiliser tous les pays de l'Assemblée générale des Nations unies et conduire courageusement et avec intelligence cette action d'envergure, sans aucun doute salvatrice de l'humanité. Ainsi, la politique en bloc de la chaise vide à une session de l'Assemblée générale des Nations unies pourrait sensibiliser les consciences pour l'acceptation et l'accélération de cette réforme des Nations unies. En effet, ce n'est plus un doute que notre monde est un avion sans pilote et sans boussole, plongeant ainsi notre humanité dans l'insécurité, l'incertitude totale en raison des rivalités des grandes puissances en quête de ressources. La réforme de l'ONU est urgente, nécessaire et indispensable. Mesdames et messieurs, nonobstant ces désagréments de l'heure, nous restons résolument optimistes, car l'on observe aujourd'hui en Afrique le réveil du continent. En effet, une jeunesse africaine cultivée, déterminée et panafricaniste est apparue au devant de la scène. On la note décomplexée et décidée à renverser les vieux tabous qui maintiennent le continent sous la condescendance des blocs. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse africaine qui est engagée dans le combat de réhabilitation de notre continent, de sa libération de la domination étrangère, de la reconquête de sa dignité et de sa souveraineté. Telle une lame de fond, ce mouvement de refus de l'ordre ancien animé par la jeunesse parcourt le continent et l'on peut observer partout en Afrique des frémissements d'un changement qui pointe à l'horizon. Il s'agit là de prémices qui annoncent la renaissance de l'Afrique, de notre continent. Elle pourra, en raison des souffrances séculaires endurées, proposer au monde de nouveaux paradigmes reposant sur l'empathie, la solidarité, l'amour et qui feront, selon un proverbe africain, de l'homme le remède de l'homme. Dans le complexe politique actuel, la jeunesse africaine, par son dynamisme, son niveau exceptionnel d'éducation, son engagement et sa détermination, constitue l'espoir du continent. Elle rejette partout l'ordre ancien aliénant, exploiteur et liberticide. Elle a les atouts nécessaires pour mener à bon port ce combat libérateur. Enfin, le Maroc, où nous tenons ce forum, connu pour son attachement à la paix et aux valeurs divines, nous inspire à convier avec insistance la jeunesse africaine à donner une dimension spirituelle à son combat. Nous devons pouvoir faire face à ce monde en voie de désintégration par les nouvelles technologies, la force de l'argent et les armements de plus en plus sophistiqués. Dieu est l'alpha et l'oméga, le maître souverain du temps et de l'espace. Ainsi, nous invitons le peuple et la jeunesse africaine à marcher dans la foi et la confiance en Dieu, le Dieu de paix, le grand miséricordieux, dont les bontés sont inépuisables et la miséricorde illimitée. La foi lui permettra de construire au nom de l'Afrique, intégrer une gouvernance centrée sur l'amour, l'inclusion, la paix, l'abnégation et l'esprit du partage qui conduiront à ne laisser aucun citoyen ni région du monde sur le quai. Cette nouvelle vision permettra à l'humanité de mettre véritablement l'homme et sa dignité au cœur de la riposte, aux défis présents et futurs auxquels notre planète est confrontée. Nul doute alors que l'Afrique 2063, que nous appelons de tous nos voeux, sortira de ce terrible nexus fataliste. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.